Bien, Monsieur le directeur de l'Action sociale du ministère des Armées, représentant la ministre, Mesdames et Messieurs les officiers généraux, Mesdames et Messieurs les présidents et directeurs d'organismes de protection sociale, Mesdames et Messieurs, chers amis, au nom des membres de la Fédération Jonction, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation à ce 5e grand débat de la Fédération. C'est un honneur pour nous de vous accueillir et on considère que votre présence marque la reconnaissance de l'action que nous conduisons au service de la communauté défense-sécurité. En effet, comme vous le savez, la Fédération s'est donnée comme objectif depuis sa création en 2015 de conduire des études sur les sujets de protection sociale intéressant le personnel de la défense et de la sécurité. Elle a également pour ambition de contribuer à une meilleure compréhension de ces sujets par le personnel, les familles ainsi que le commandement, car ces sujets sont parfois assez compliqués à comprendre. Notre grand débat annuel s'inscrit pleinement dans ces objectifs. Alors cette année, nous avons souhaité travailler sur la thématique des retraites. Nous avions déjà traité ce sujet en 2017, au moment où le président de la République avait lancé les travaux sur la réforme des retraites, et nous vous avions donné rendez-vous pour un nouveau débat lorsque la réforme serait mieux connue. Donc, comme chacun sait, bien, tout ça a pris beaucoup de retard. Et pour ne pas vous laisser sur votre faim, on a donc choisi néanmoins de vous présenter dans un premier temps un point de situation de la réforme pour ce qui en est connu. Et c'est ce que, d'ici quelques minutes, M. Didier Blanchet fera. M. Didier Blanchet étant président du comité de suivi des retraites. Donc, à ce stade, on ne peut pas en dire beaucoup plus. Cela étant, nous avons choisi, malgré ce contretemps, de rester sur notre thématique des retraites en nous focalisant sur le sujet des compléments et suppléments de retraite. En effet, quelles que soient les solutions qui sont trouvées pour le dispositif d'assurance vieillesse, il ne fait pas de doute que des solutions supplémentaires ou complémentaires seront nécessaires. Une autre raison de notre choix de ce thème part du constat que, les forces de défense et de sécurité ne bénéficient pas des dispositions de retraite complémentaire obligatoires comme dans le privé, et le dispositif de leur RAFP étant assez différent de ces dispositifs-là. Et la seconde raison pour ce choix, c'est notre appréciation que le personnel défense-sécurité a une mauvaise connaissance des solutions d'assurance de retraite facultative qui permettent de remédier à l'absence de dispositifs de retraite complémentaire obligatoire. C'est donc pour cela que la Fédération Jonction a travaillé depuis le printemps 2020 sur ce sujet. Le grand débat qui s'ouvre aujourd'hui est l'occasion de vous présenter le résultat de nos travaux qui ont consisté dans un premier temps à faire l'inventaire le plus exhaustif possible des solutions existantes et ensuite de vous proposer des pistes d'amélioration de ces dispositifs. Il vous reviendra in fine, c'est pour ça que vous avez tout ce dispositif de QR code, et comme va l'expliquer notre monsieur Loyal, il vous reviendra de nous dire ce que vous pensez des solutions que nous vous proposons. Avant que nous entions dans le vif du sujet, vous me permettrez d'adresser mes remerciements à l'ensemble des membres des comités de travail. Croyez-moi, leur tâche n'a pas été facile. Chacun sait que dans le contexte du Covid, tous les travaux n'ont pu se faire que par l'intermédiaire de visioconférence, qui est un dispositif pas très bien adapté au travail collaboratif. Et parmi eux, vous me permettrez une mention toute particulière pour Hubert Trégout, qui est le délégué général de notre fédération, qui a eu la lourde tâche d'être le chef d'orchestre de toute cette manifestation, et aussi à Christian Carrega, dont l'expertise a été précieuse pour tous les membres des groupes de travail. Donc encore un grand merci à tous les deux. J'espère donc que vous apprécierez ce que nous allons vous présenter et surtout que cela sera utile pour la communauté défense-sécurité.
Bien, bonsoir donc, et merci de l'invitation à vous donner quelques éléments de cadrage général sur ce sujet des retraites, pas spécifiquement sur ce qu'était le projet de régime universel, puisqu'on ne sait pas actuellement si et de quelle façon il va être lancé, donc ça va être plutôt quelques éléments généraux sur la problématique des retraites. Je vais le faire bien sûr en étant très conscient que vos métiers sont très spécifiques par rapport au reste de la population, et à cet égard, c'est avec beaucoup d'intérêt que je vais assister aux débats qui vont suivre. Alors donc d'abord, j'avais effectivement prévu de dire quelques mots sur ce comité de suivi des retraites que je préside depuis 1 an et demi, puisqu'il est beaucoup moins connu que son aîné, le Conseil d'orientation des retraites, donc en partie en raison de sa création plus récente. Donc il a été mis en place dans le cadre d'un nouveau système de suivi des retraites par la réforme de 2014. Et puis il est moins connu aussi peut-être en raison d'un rôle un peu plus discret que je qualifierais de courroie de transmission entre les rapports que le corps publie chaque année avec l'actualisation des projections et puis la décision publique. Donc tous les mois de juillet, un peu dans la torpeur estivale, il faut bien le dire, on rend un avis basé sur les projections du corps, indiquant si on considère que le système dévie ou pas de sa trajectoire, que ce soit en termes de stabilité financière qu'en termes d'adéquation des pensions. Et donc on est supposé dire si, sur ces bases, des mesures s'imposent à court ou moyen terme. Alors, donc je vais vous donner quelques éléments de cadrage général sur cette problématique des retraites, parce que sur cette question de la nécessité de mesures d'ajustement, on entend un peu tout et son contraire, avec d'un côté l'idée que le système, finalement, il est désormais sur les rails et que malgré le vieillissement démographique important qui nous attend, on a réussi à le stabiliser financièrement, ou au contraire, un discours selon lequel, face aux problèmes que pose ce vieillissement, les réformes précédentes n'en ont encore apporté que des réponses tout à fait insuffisantes. Alors, pour faire la part des choses entre ces deux positions extrêmes, vous vous doutez bien que je vais avoir une position un peu intermédiaire, il est utile de revenir un peu en arrière. La retraite, c'est un sujet qui nécessite de se projeter loin dans le futur, mais c'est aussi utile de regarder un petit peu dans le passé. Et donc, mon premier slide rappelle un petit peu de quelle façon le problème était envisagé lorsqu'on a commencé à débattre de la question des retraites au tournant des années 90, au moment du livre blanc de Michel Rocard, que vous avez sûrement tous en mémoire. Vu de ce début des années 90, le problème, c'était en gros un doublement du nombre de retraités par rapport à un nombre d'actifs qui était attendu à peu près stable. La France n'est pas un pays dans lequel ce nombre d'actifs est supposé beaucoup baisser. Et donc, si rien n'était fait, c'était un doublement de la charge des retraites en pourcentage du PIB. À l'époque, elle était de 11% environ, et donc elle était attendue à 20%. Donc, les mécanismes derrière ce vieillissement, c'est l'allongement de la durée de vie et l'arrivée à la retraite des générations de baby-boomers, pas tellement le fait que, par ailleurs, la population française entrait dans une phase de baisse de ses effectifs. Alors il n'était pas exclu a priori d'accepter qu'il y ait une certaine hausse compte tenu de ces vieillissements de la part de la production nationale qui soit dédiée à ce poste des retraites. Mais pour mieux répartir l'effort, l'idée était quand même qu'il fallait essayer de faire ça conjointement avec les deux autres instruments. On a parlé à l'époque de triangle des retraites. Les retraites, finalement, c'est un problème à la fois simple et compliqué. Il est simple dans ses grandes lignes, en sens que les leviers d'action, c'est l'âge de la retraite, le niveau de vie relatif des retraités et le taux d'effort de la part des actifs, donc le taux de cotisation. Et donc l'idée, c'était de panacher un peu les trois instruments, accepter que ça remonte au-dessus de 11%, mais que ça soit combiné, que cette hausse soit limitée par une remontée de l'âge de liquidation et ou un décrochage du niveau de vie relatif des retraités. J'ai bien souligné relatif, parce que ce dont il s'agit, c'est pas forcément que le niveau de vie des retraités baisse dans l'absolu. L'idée, c'est que si le niveau de vie des actifs continue à progresser, on laisse le niveau de vie des retraités prendre un peu de retard par rapport à cette projection, et c'est aussi une autre façon de contribuer à l'équilibre financier du système. Donc le slide suivant, en fait, dans la pratique, les trois leviers ont ou auront été, si tout se passe comme prévu à ce stade, mis en œuvre. On peut dire que pour ce qui est de la hausse du taux d'effort, l'essentiel est déjà derrière nous, puisqu'on est passé de 11 à ce chiffre que vous devez bien connaître de 13,5% de points de PIB à peu près. Ça, c'est le chiffre hors impact de la crise Covid, qui nous a fait monter transitoirement entre 14,5 et 15%. Et ensuite, ce qui est attendu, c'est, au vu des projections du corps, c'est qu'on se stabilise à peu près à ce niveau, ou même on pourrait redécroître en deçà, mais sans pour autant retomber aux 11%
2% qu'on avait au début des années 90. Donc il y aura bien une contribution de la hausse du taux d'effort à la solution du problème des retraites. Et puis d'autre part, suite aux réformes donc, de 93, 2003, 2010, 2014, le reste d'ajustement devra se faire par quelque chose qui a déjà commencé à s'observer dans la pratique, donc une hausse de l'âge moyen de liquidation, en gros l'âge moyen d'atteinte du taux plein, qui devrait arriver à 64 ans à terme contre 61 au début des années 2000, et puis un décrochement du pouvoir d'achat relatif des retraités qui serait d'autant plus marqué que la croissance économique sera rapide, parce qu'elle s'appuie beaucoup sur le fait que la plupart des paramètres des calculs des retraites sont indexés sur les prix. Et donc si les salaires nominaux croissent beaucoup plus vite que les prix, eh bien ce levier-là joue un impact très important, mais à la limite, s'il n'y a plus du tout de croissance des salaires réels, indexés sur les prix ou indexés sur les salaires, c'est équivalent. Et donc ça n'est pas par ce biais-là qu'on fait des économies. Donc vous avez 3 graphiques là que je vais, dans mes 5 minutes qui restent, vous présenter rapidement. Donc le premier, voilà, ce que vous avez sur ce graphique, donc c'est la part des retraites dans le PIB, et la courbe qui monte le plus haut en gris clair, on part de l'année 2000, c'est la trajectoire qu'on aurait eue si rien n'avait été fait. Vous voyez comment on aurait progressé à l'horizon 2040 jusque vers environ 20% de part des retraites dans le PIB. La courbe en noir, c'est celle qui a été projetée par le corps dans son premier rapport en 2000, et donc ça intégrait les effets de la réforme de 93. Et à l'époque, on pensait qu'on avait déjà réussi à limiter la progression sur les premières années, et plus encore à l'horizon 2040, où le niveau de la croissance de la part des retraites dans le PIB était déjà divisé par 2. Et puis ce qui s'est passé, c'est que les premiers effets des réformes ont quand même mis plus de temps, ne sont pas matérialisés autant qu'on l'aurait pensé, puisque la trajectoire du début, c'est ce que vous avez en couleur, à peu près suivi celle qu'on aurait eue sans réforme. Les raisons, c'est peut-être qu'il y a eu du retard à l'allumage sur la remontée de l'âge de la retraite, et puis aussi la croissance économique n'a pas été si forte qu'anticipée. Or, la désindexation des retraites par rapport au salaire, ça joue surtout, comme je vous l'ai expliqué, si la croissance économique est rapide. Mais par contre, avec le cumul des réformes suivantes, et notamment en particulier celle de 2010, qui a beaucoup impacté l'âge de liquidation, c'est de cette façon-là qu'on arrive à des trajectoires de stabilisation, c'est celle que vous avez en bas, ou éventuellement vers de régression, de la légère régression de la part des retraites dans le PIB, qui la ferait redescendre un peu en dessous de 12%. Donc maintenant, avec un horizon qui est beaucoup plus loin qu'à l'époque, maintenant on projette à l'horizon de 2070. Donc il y a eu du retard à l'allumage, mais à partir de ce point haut qu'on a atteint à 13,5, et bien sûr il s'agit ici des projections sans l'impact du Covid, et bien là on se stabilise au niveau qui aurait été ici atteint. Le deuxième graphique vous dit juste, je vais pouvoir passer rapidement parce que c'est ce que je vous ai dit, là, donc tel qu'on le projette, l'âge de liquidation devrait tendre vers 64 ans, et ce n'est pas une projection en l'air. On a des modèles compliqués qui prennent en compte les carrières des gens et qui essayent d'évaluer à quel moment ils atteindront les 43 ans pour les générations pour lesquelles ce sera la condition de durée. Donc voilà, par rapport à ce point initial d'environ 61 ans. Et le graphique suivant, donc, c'est ce décrochement du niveau de vie relatif des retraités. Il va apparaître tout de suite. Ce graphique vous rappelle d'abord que ce niveau de vie relatif des retraités, il avait beaucoup progressé à partir des années 70. Je vous rappelle que dans les années 60, la pauvreté, c'était plutôt un phénomène du troisième âge, ce n'était pas un phénomène de la jeunesse. Et donc beaucoup a été fait pour le rattrapage, et même on est arrivé, donc, comme on le dit souvent, à peu près la parité de niveau de vie entre les actifs et les retraités. Alors il y a parfois beaucoup de surprises par rapport à ce résultat, parce que tout le monde sait que les retraites sont plus basses que les salaires, mais c'est un chiffre qui inclut bien sûr que la taille des ménages des retraités est plus limitée. Donc en termes de niveau de vie, il y a ce facteur qui compense. Et donc ce qui n'est pas si connu que ça dans les constats sur les retraites, les gens se focalisent beaucoup sur l'âge, mais beaucoup de l'ajustement doit passer par ce qui est représenté sur les courbes en couleur, à savoir une régression de ce niveau de vie relatif, de la parité qu'il a à peu près aujourd'hui, vers des niveaux compris entre, disons, 90 et 80%, toujours selon les hypothèses de croissance. Là, le décrochage est plus rapide si la croissance est importante. Donc, dernier slide. Reste-t-il des problèmes, du coup, puisqu'on a à peu près stabilisé la part des retraites dans le PIB? Oui, quand même, parce que malgré la stabilisation et même malgré le recul attendu de la part des retraites dans le PIB, donc à plus long terme, le système reste sous-financé à moyen terme, ou plus exactement, il est loin d'être financé par les cotisations des actifs, il est financé par beaucoup de taxes affectées, dont c'est pas forcément, alors que la ressource fiscale n'est pas forcément faite pour financer les retraites.
C'est un problème, évidemment, même si ça aura été en principe très temporaire d'après les projections du corps, c'est un problème qu'aura forcément renforcé la crise du Covid. Et donc, c'est un peu dans ce contexte-là qu'il faut poser la question d'une éventuelle intensification ou accélération en termes de hausse de l'âge de la retraite. Je parle bien sûr en population générale, parce que je sais que la problématique de vos métiers est quand même assez différente par rapport à cette question de l'âge de la retraite, pour le dire de façon un peu euphémique même. S'agissant du niveau de vie relatif des retraités, effectivement, on peut se poser la question de savoir si on finalement met pas trop l'accent sur ce levier-là. Est-ce que 80% par rapport aux 100% qu'on a aujourd'hui, est-ce que ça serait pas trop bas? Donc effectivement, si on veut résoudre ce problème dans le cadre de l'équation de la répartition, les deux seuls autres leviers, c'est d'accepter de payer plus pour la retraite ou de décaler encore plus l'âge de la retraite. Donc ça revient au point juste au-dessus. Ou bien se poser la question des sources additionnelles de financement du niveau de vie des retraités, donc qui est la thématique principale de ce colloque pour ce qui vous concerne. Et puis bien sûr, donc c'est là la petite allusion à la projet de régime universel, on peut continuer de souhaiter un système plus simple et davantage d'harmonisation entre régimes. Alors non pas tellement avec l'argument de la taille unique qui conviendra à tout le monde, auquel je ne souscris pas tellement. C'est normal qu'il y ait des façons différentes de traiter des populations différentes. Mais ce qui est bien, c'est quand on sait justifier les différences de traitement par des différences de suggestion, et on est bien sûr dans ce cas pour vous. Donc c'était un peu la façon dont il fallait envisager la réforme telle qu'elle avait été conçue, une fois qu'on prenait en compte tout ce qui était inclus dedans. Mais on a vu en même temps la grande complexité de ce genre d'opération. En fait, simplifier un système, c'est quelque chose de très très complexe quand le point de départ est lui-même très compliqué, ce qui est le cas en France. Merci. Vous avez droit, Didier, à des applaudissements, je pense.